Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Essentielle, l'émission qui vous dévoile tout sur l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social est une question cruciale. Est-ce que c'est une économie qui s'annonce durable ou non? Vaste débat, vaste thème de questionnement. Et pour répondre à toutes ces questions et beaucoup d'autres, des experts, des personnalités qui travaillent et qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir juste à mes côtés Antoinette Gull. Bonjour Madame Gull. Vous êtes adjointe à la mairie de Paris, plus particulièrement en charge de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Alors à vos côtés, une entrepreneuse sociale et solidaire, en l'occurrence Adèle Gallet. Bonjour. Et vous êtes cofondatrice d'une société qui s'appelle Ticket for Change. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est Ticket for Change? Qu'est-ce que c'est? C'est une bien bonne question. Ticket for Change, en fait, on est une organisation qui aide les personnes qui ont des idées de projets d'entrepreneuriat social, qui sont vraiment au niveau de l'émergence et qui ont besoin de soutien, d'accompagnement pour finalement les mener à bien. On est ce moment du déclic, du passage à l'action. Vaste projet. Tout à fait. En face de vous, nous avons Arthur Petri. Alors Bonjour. vous avez fondé une start-up qui œuvre aussi dans l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Lemonade. Alors je ne l'ai pas fondée, mais je la lance en France, oui. Notre concept, c'est de proposer des boissons bio et issues du commerce équitable, et avec la vocation d'aller un petit peu plus loin que le commerce équitable, puisque chaque bouteille finance notre fondation, qui elle-même finance des projets de développement auprès des coopératives agricoles d'où sont issus les ingrédients. Donc cette limonade n'est pas tout à fait comme les autres. Voilà, exactement. Et vous avez à vos côtés Marc Auxerre. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondateur de Lilo. Lilo, voilà. Lilo, c'est un peu le Google, le nouveau Google. Le nouveau Google, donc c'est un nouveau moteur de recherche dont la particularité est de permettre de financer des projets sociaux et environnementaux en reversant effectivement la moitié de ses revenus à ces projets-là. Voilà. Alors merci pour ces présentations. Nous allons maintenant passer au débat et savoir si l'entrepreneuriat social est une économie durable ou non. Et j'aimerais qu'on commence tout de suite ce débat avec vous justement. Oui. Est-ce que vous pouvez me définir, et vous pourrez aussi intervenir, qu'est-ce qu'un entrepreneur social et solidaire? Alors l'entrepreneuriat social, selon moi, c'est déjà un entrepreneuriat qui va œuvrer plutôt pour l'homme ou pour l'environnement, pour la nature, et dont l'objectif n'est pas uniquement de générer des profits. C'est-à-dire l'objectif est quand même d'atteindre la rentabilité, puisqu'une entreprise doit avoir sa rentabilité pour survivre. Ça, c'est une obligation dans l'économie réelle, mais ce n'est pas le seul but. Le but, effectivement, pour moi, c'est vraiment l'engagement auprès de l'homme ou de la nature. Voilà. Alors vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur la définition de l'entrepreneur social? Alors nous, chez Ticket for Change, on utilise un mot qui est entrepreneur du changement et on y tient beaucoup. Parce que pour nous, on essaye d'être plus inclusif, entre guillemets, et de dire que finalement, être entrepreneur du changement, c'est plus une mentalité plutôt qu'un métier précis, être entrepreneur au sens propre du terme. Et des entrepreneurs du changement, on les trouve partout. On les trouve dans les entreprises, on les trouve en étant agriculteurs, on les trouve en étant professeurs. Et c'est tous ces individus, en fait, qui, quel que soit leur métier, leur environnement, œuvrent justement pour le bien commun, pour une planète ou un monde meilleur, une société meilleure. Arthur Petri, vous êtes d'accord ou vous avez des choses à rajouter sur cette définition? Non, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'aussi au-delà, en plus de tout ça, je pense que l'entrepreneur social a la capacité de revoir, revisiter alors je vais utiliser le terme de développement, mais de permettre en fait d'utiliser les avantages qui sont issus du monde de l'entreprise ou du business pour développer de façon plus pérenne peut-être des projets, du développement ou du changement. Antoinette Gull, vous, c'est la vision plus politique, puisque vous êtes adjointe à la mairie de Oui. Paris en charge de l'économie sociale et solidaire. Quelle est votre définition, vous, de l'entrepreneuriat social? Alors, moi, je crois que l'entrepreneuriat social aujourd'hui s'inscrit dans une autre forme d'entrepreneuriat. Il s'inscrit un peu contre les systèmes qui jusque-là ont donné, qui ont été mis en place jusque-là et qui ont donné lieu à des saccages écologiques, je vais dire quasiment au reniement du lien social, des règles sociales qui fondent les sociétés. Et les entrepreneurs sociaux ont cette conscience, je crois, de vouloir à la fois entreprendre, mais entreprendre en ayant
une action qui a du sens pour la planète, du sens pour l'humain. Et en ce sens, je crois que c'est assez nouveau, hein, on voit ça dans cette dernière décennie. Dans tous les domaines d'activité, nous avons des entrepreneurs sociaux qui ont envie d'entreprendre différemment. Donc je crois qu'il y a vraiment cette notion très différente de concevoir le commerce tout en utilisant, et vous l'avez dit, des outils qui peuvent être des outils traditionnels mais au service du bien commun. Alors justement, vous parlez d'évolution sur ces 10 dernières années. Comment est-ce que l'entrepreneuriat social a évolué justement depuis 10 ans ? Alors le monde de l'économie sociale et solidaire a évolué. Il a évolué en intégrant justement cet entrepreneuriat social. Alors on a tous, hein, dans la législation, on connaît tous la loi de 2014 qui permet d'intégrer dans l'économie sociale et solidaire des entrepreneurs du changement, on pourrait dire ça, en tout cas des entrepreneurs qui ont envie de faire des choses bien. Voilà, ça pourrait être ça, la définition d'un entrepreneur social. C'est une belle personne qui a envie de faire des choses bien. L'évolution, en fait, je crois qu'on a aujourd'hui une très grande modernité des entrepreneurs sociaux qui utilisent tous les outils, qui vont aller utiliser le numérique, l'économie collaborative, qui se lancent dans l'énergie, qui travaillent sur les biens de consommation courante. Et puis, il y a tous les réseaux comme Ticket for Change qui les accompagnent, qui leur permettent d'avoir des idées qui émergent, qui leur permettent de faire en sorte que ces idées prennent corps sur un territoire, qui les mettent en réseau, voire qui les financent. Pour certains d'entre eux, c'est peut-être pas le cas de Ticket for Change. Et donc c'est tout cet écosystème aujourd'hui qui est très innovant, qui est très fort. Alors à Paris, qui est très très fort, ça on le sait. Alors on y reviendra sur Paris Voilà. justement. Mais vous, Adèle Goulet, qui avez cette vision un petit peu extérieure et en hauteur, est-ce que vous avez noté une évolution sur cette économie ? Et j'imagine que si vous êtes lancé là-dedans, c'est qu'il y a des raisons. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec votre terme de modernité. Je pense que c'est un mot très fort et qui révèle vraiment la position de l'entrepreneuriat social aujourd'hui, qui pour moi est un véritable pont en fait entre ce monde du business et de l'associatif. Et je pense que c'est vraiment la force de l'entrepreneuriat social aujourd'hui, et c'est pour ça que finalement on arrive à fédérer autant de personnes. C'est proposer une troisième voie, et cette troisième voie, elle arrive à agréger de plus en plus de personnes parce qu'on voit des limites des deux côtés. Et c'est finalement offrir ce nouveau modèle, cette nouvelle voie. Et je pense que la modernité, c'est vraiment d'arriver à réconcilier, de plus dire il y a l'entreprise d'un côté, il y a l'associatif de l'autre, mais on peut arriver à créer des liens entre les deux et à les réconcilier. Alors justement, j'imagine qu'il y a un profil type d'entrepreneur social et solidaire. Est-ce que vous pouvez me définir un peu qui vous êtes ? Alors, je ne sais pas si je suis le profil type de l'entrepreneur social et solidaire, mais on va dire, oui, je pense que déjà, c'est un engagement que d'aller dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on peut choisir l'entrepreneuriat classique, qui en général a des sources de revenus peut-être plus faciles aussi. Hein. C'est une voie qui est quand même plus difficile, l'entrepreneuriat social. Ça nécessite de faire les choses de manière plus éthique aussi. Pourquoi plus difficile ? Plus difficile. Moi, je prends par exemple sur notre moteur de recherche. Il y a une directive notamment sur la protection de la vie privée. Cette directive qui a été proposée par la CNIL, on a le choix en tant qu'éditeur de site internet de la respecter ou pas de la respecter. Mais si par exemple on essaye de respecter cette directive, ça impose des contraintes. Donc ces contraintes, elles font que le travail est plus intéressant aussi, mais c'est des contraintes à respecter en plus, et effectivement c'est plus difficile. Autre caractéristique de l'entrepreneur social et solidaire ? Je crois que la joie aussi de faire un travail au quotidien qui porte du sens, et donc avoir du sens dans son travail, moi c'est ce qui en tout cas me motive tous les jours quand je fais ce métier-là, quoi. Arthur Petri, vous êtes d'accord avec cette définition ? Vous pouvez rajouter quelque chose ? Oui, enfin moi je pense que ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'il n'y a pas... Enfin on peut parler de profil type dans le sens où on va tous avoir des difficultés ou des facilités, mais en fait ce qui est beau aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a finalement pas de profil type, comme il n'y a pas un type d'entreprise sociale et solidaire. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, et plus ça se modernise, plus on va avoir différents profils. Oui, pas profil, mais enfin différentes idées, différentes créations d'entreprises sociales et solidaires dans le web, que ce soit dans les produits de consommation, que ce soit dans l'accès à l'énergie. Ce qui rend tout ça possible, c'est justement une multiplicité de profils. C'est des gens qui peut-être se retrouvent sur
sur une position commune ou des valeurs communes, mais derrière, il y a des profils, et c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat social, c'est que ce sont des profils extrêmement variés. Alors, je rappelle le thème du débat, hein. Est-ce que c'est une économie durable que celle de se lancer dans l'entrepreneuriat social? J'imagine qu'on ne se lance pas n'importe comment dans cette économie-là. Il y a certains critères à respecter, parce que vous le disiez tout à l'heure, on est aussi là quand même pour gagner de l'argent et vivre de son travail. Est-ce qu'il y a justement des critères que vous avez retenus ou que vous essayez peut-être de développer pour aider ces gens-là qui se lancent? Alors oui, il y a des critères, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de dire si une structure peut être considérée ou un entrepreneur peut être considéré comme un entrepreneur social. Ce qui fait en fait, la caractéristique de l'entrepreneur social, et on le disait, c'est cette hybridation à la fois comme quelqu'un qui est chef d'entreprise, donc il doit y avoir un certain nombre d'indicateurs sur la viabilité financière, sur le modèle économique, sachant que ce qui est recherché, ça n'est pas le profit maximum, mais c'est bien à la fois le fait de pouvoir continuer et faire vivre cette entreprise. Il y a l'impact social qui doit être mesuré, qui doit être important, et c'est ce qui est le moteur en réalité souvent, le moteur des entrepreneurs sociaux. Et puis il y a l'impact environnemental. Et c'est dans cette hybridation, quand je disais que c'est ce qui faisait la modernité, c'est cette hybridation qui fait la modernité. Parce qu'il y a 20 ans, on avait les entreprises qui se chargeaient de la partie économique et puis de faire du profit, les ONG qui géraient l'impact social et environnemental, je dirais, et puis d'un autre côté les pouvoirs publics ou les collectivités qui, elles, avaient en charge la solidarité d'une manière ou d'une autre, la partie collective. Et aujourd'hui, tout ça est hybridé, et c'est pour ça qu'on est, je crois aussi, autour de cette table, c'est parce qu'il y a cette hybridation pour un objectif commun. Alors Adèle Goulet, vous repérez les entrepreneurs sociaux qui ont une chance de réussir, j'imagine. Qu'est-ce qui vous incite à les aider ou à les orienter ? Ce qui nous incite évidemment, c'est juste l'envie. En fait, on est parti de ce constat, c'est pour ça qu'on a créé Ticket for Change, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui avaient l'envie d'agir et qui avaient le potentiel d'agir, mais qui ne le faisaient pas. Et pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'ils n'ont pas forcément fait les bonnes écoles, ils n'ont pas eu forcément les bons accompagnements, et ils ont un début d'idée, mais ils n'ont pas encore le business plan qui va correspondre à l'incubateur, etc. Et du coup, c'est vraiment tous ces gens qui juste ne savent pas comment faire vraiment pour avoir un impact sur leur société. Et il y a des études qui montrent qu'il y a plus de 80% des gens qui auraient envie d'avoir un impact plus positif sur la société, mais dans la réalité, on le voit bien, le pourcentage de ceux qui agissent est beaucoup moins fort. Donc nous, vraiment, on a des critères qui sont non académiques pour notre... on ne demande pas de CV, on ne demande pas de notes, on ne demande pas de business plan. Mais l'idée et l'énergie ne suffit pas quand même. L'idée et l'énergie ne suffit pas, c'est pour ça qu'on a tout un formulaire pour déterminer qu'on a par exemple, quels sont les critères ? HEC. On en a énormément, mais on a le potentiel de leadership, on a la détermination à changer les choses, qui sont vraiment des critères très difficiles à évaluer. Mais on a travaillé pendant des mois avec HEC, avec 2 enseignants-chercheurs de HEC, pour comment transcrire en fait ces critères à travers des questions concrètes. C'est une charte, c'est une bible ? C'est un formulaire très long où ils passent des heures et des heures à réfléchir à comment répondre, et ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils sont en train de livrer d'eux-mêmes en fait, à travers ce formulaire. Et nous, derrière, on analyse avec une grille d'analyse scientifique, parce que ça a été créé avec des scientifiques, pour vraiment déterminer. Et c'est aussi une nouvelle manière d'évaluer des projets et des personnes. C'est plus seulement en termes d'un budget, d'un business plan, mais c'est vraiment autour du potentiel de la personne, de l'humain en fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je l'aurais même rajouté, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous par exemple sur le moteur de recherche Lilo, ce qu'on pense c'est que vraiment, faut donner envie quoi. L'entrepreneuriat social, on a envie de faire des choses bien, on a envie de faire les choses différemment, on a envie que notre monde soit meilleur demain. Et en fait, quand nous par exemple il y a un utilisateur qui arrive sur le moteur de recherche, il va découvrir ces projets. Nous on est là pour les financer, on ne prend pas des projets en avance de phase, un peu comme Ticket for Change. On
prend plutôt des projets qui ont déjà au moins 1 an d'existence pour être sûr qu'ils restent dans le temps. Mais l'idée vraiment c'est de faire découvrir à l'internaute tous ces projets-là et susciter des envies aussi et de se dire ah ouais c'est vrai finalement je savais pas que ça existait tout ça et voilà. Et donc c'est créer en fait un cercle vertueux dans lequel voilà les projets sont financés, les internautes les découvrent, ça donne aussi envie de créer soi-même un nouveau projet d'entrepreneuriat social et voilà qu'on avance tous ensemble dans ce mouvement et toutes les entreprises qui se créent aujourd'hui et qui se créent depuis que ce mouvement existe, on voit que ça va dans un vrai sens de progression et voilà, je pense que ça sera durable, ça s'arrêtera jamais quoi. Oui justement, Arthur Petri, est-ce que vous pensez que c'est pas un effet de mode finalement cette économie sociale et solidaire? Est-ce que vous pensez que vous allez vivre longtemps de ce business? Nous, on a la chance d'avoir déjà 7 ans d'existence. On a aussi la différence d'autres projets. En fait, nous, on a à la fois le côté entrepreneuriat social et la volonté de changement, mais en fait, en plus de financer des projets, c'est nous qui les initions et les portons. Donc on a aussi bien le côté entrepreneuriat local, en Europe de la compagnie, mais on a aussi le côté plus pratique sur le terrain où on finance des projets depuis 7 ans. Alors pour répondre à votre question, oui, quelque part, oui, c'est un effet de mode, mais dans le sens positif. Moi, je vois que depuis 7 ans, il y a eu énormément d'évolution. C'était assez difficile pour nous de lancer la compagnie en Allemagne d'abord et ensuite, là maintenant, en France et dans d'autres pays d'Europe. Mais je pense que c'est quelque chose qui est positif, d'avoir de plus en plus de gens qui soient intéressés, de plus en plus de gens qui cherchent ce changement, qui cherchent à faire la différence. Au-delà de... ce qui est intéressant, c'est plus que de la contestation, c'est de la proposition de quelque chose de meilleur. Et du coup, oui, si c'est un effet de mode, peut-être, mais c'est le début de la vague. Ensuite, il faut espérer que ça se transforme et que derrière, et c'est peut-être ça qui est intéressant pour nous, entrepreneurs sociaux, c'est que l'effet de mode va nous permettre d'être un peu plus connus, de passer notre message un peu plus loin. Mais derrière, nous, on crée des choses concrètes et que ce soit un effet de mode ou pas, nous, ça va continuer. Il n'y a pas de raison d'arrêter nos projets. Vous êtes d'accord avec ça, Antoinette Gull? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode? J'imagine qu'en ce moment, à la mairie de Paris, vous êtes submergé par les demandes. On est ravis d'être submergés par les demandes. Non, il n'y a pas un effet de mode. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous conscience qu'on a besoin de changer le monde dans lequel on vit et ce sont ces acteurs qui changent le monde pour un monde durable. Donc ça n'est pas un effet de mode. Je crois au contraire que c'est la solution la plus durable qu'on a trouvée jusqu'à présent pour faire ce changement. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous avons aussi à travailler sur la manière dont nous les collectivités, moi je parle pour la mairie de Paris, mais on pourrait le dire aussi pour l'État, comment on intègre ces entrepreneurs sociaux pour leur donner une réelle place et une place comme acteur économique dans le monde dans lequel on est. Je pense à la commande publique qui doit être un levier pour que vous puissiez, vous, avoir des marchés et vivre de votre activité et non pas de votre activité qui est complexe, puisqu'elle n'est pas que économique, elle est aussi sociale, environnementale. Et je crois qu'on a un rôle spécifique à jouer, nous les collectivités, les pouvoirs publics. Vous aussi, du côté de Ticket for Change, vous avez noté une évolution dans les demandes. J'imagine que vous avez de plus en plus de personnes qui s'adressent à vous. Bien sûr, chaque année, on a de plus en plus de personnes et de plus en plus d'idées de projets qualitatifs, donc on est ravis. Mais je suis d'accord, je pense que c'est plus un effet de nécessité que de mode, encore une fois. Et pas seulement dans les pays d'Europe. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager à la rencontre d'entrepreneurs sociaux dans des pays émergents. Et ce qui est génial, c'est que très souvent, j'apprenais à ces personnes qu'ils étaient entrepreneurs sociaux. Ils ne le savent pas, ils voient un problème face à eux, c'est là qu'il y a les problèmes les plus urgents et les plus prégnants. Et ils le font, et ils créent des entreprises autour de ça. Et je leur dis, mais vous savez qu'on s'appelle entrepreneurs sociaux, il y a des mouvements mondiaux, il y a Ashoka, etc. Et je leur apprends. Et donc pour moi, c'est vraiment pas un effet de mode, c'est juste une nouvelle manière de faire l'économie. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne s'appellent pas entrepreneurs sociaux. Aux États-Unis, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent pas on fait de l'entrepreneuriat social, mais pourtant ils disent on répond à des besoins urgents de société. Bon bah c'est ça. Moi les terminologies, je m'en fiche un peu. Je pense qu'on est tous dans un vrai mouvement de changement qui est nécessaire et c'est ça qui se passe et qui est bien. Et c'est même un mouvement qui dépasse les frontières, vous le disiez, qui touche le monde entier et l'Europe en particulier. Et donc nous allons accueillir sur ce plateau My Little Son.
My Little Sun, qui est une société qui fournit une énergie propre, la lumière Little Sun solaire. Et nous allons accueillir Félix Allwax. Alors Arthur Petri, merci pour votre témoignage. Vous allez laisser votre place, s'il vous plaît, à Félix Allwax. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui dépasse les frontières. And Félix, you don't speak French. Unfortunately, malheureusement, mes français, c'est très dommage, ça ne fonctionne pas. Donc, en anglais, meilleur pour moi. So, can you describe us what is it, Little Sun? Yes, we are an inclusive social business coming from Berlin. We produce small solar-powered devices. This is our first product, the iconographic Little Sun solar lamp. Quite simply, you put the energy of the sun into the solar panel in the back, and it gives you a night's worth of light. We developed this looking at children in Ethiopia who study next to kerosene lanterns frequently or do not study in evenings at all. And once we had designed it, embedding a positive note into it, a positive energy story, the simple idea that a child can, take the sun from the sky and keep it in its hand, the idea that you can harness the energy of the sun from a day and you can actually make it useful for yourself. You become a power station, you become powerful. This idea of resourcefulness, we understood we can also bring to children in Germany or in France for that matter. Are you in France now? We are in France a very little bit. We're slowly coming over the border from Germany into a few places in France. We come from the world of the arts. One of the founders is an artist, Olafur Eliasson, who has a fantastic exhibition in Versailles opening on Monday, just in case you happen to go towards Versailles. And we're interested in this question of how a small technical device could actually also become an integrative, communicative work of art in many ways. We found out that a child in Ethiopia has very, very similar ambitions, hopes, and needs to a child in Berlin and to a child here in Paris. And basically, it's all about being connected with the world, about having social inclusion, having social ability, having, well, in this case, a bit of technology to brighten your life. And it's this feeling of interconnectedness that drives us forward. We are a small social business. We are running off of a loan in form of an impact investment from a large American philanthropy, Bloomberg Philanthropies. And basically, we are a tiny, tiny team. We're only powerful because we work with fantastic people in Africa, in Germany, and in France as well, to bring this out. Children, we hope, who use a solar lamp, even a small one, it makes solar energy very understandable, even for a small child, because it really symbolizes that. And while we, of course, all have the energy grid at home, this idea that you can actually rely on the sun to power your life, to give you light, is something that we hope children will take to adulthood and then make better energy choices. Thank you. Merci pour ce témoignage. Et donc, je voudrais un petit peu conclure cette émission avec vous, Antoinette Gull. Nous voyons que là, on a l'exemple de ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que la France est en retard, en avance sur l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il y a un chemin encore à parcourir? Alors moi je vous dirais que la France a de l'avance en matière d'économie sociale et solidaire. D'une part parce qu'elle est structurée. Nous avons une loi une loi cadre qui nous permet effectivement d'identifier clairement ce qu'est l'économie sociale et solidaire, d'avoir une identification des structures d'économie sociale et solidaire, voire d'avoir un système de financement de cette nouvelle économie. Et donc je pense qu'en ce sens on a un peu d'avance. On se rend compte qu'il y a énormément de structures qui accompagnent, qui aident, qui permettent l'émergence de ces projets. Moi, je remercie Ticket for Change. Il y en a d'autres et c'est aussi notre rôle de faire en sorte de pouvoir accompagner ces projets. Par contre, c'est bien un mouvement qui est mondial. Moi, je reviens d'Amsterdam où c'était sur l'économie collaborative, mais où j'ai pu rencontrer nombre d'entrepreneurs sociaux. À Montréal, on aura en septembre le Salon international de l'économie sociale. On a fait à Paris un grand forum international où d'ailleurs, c'était pas Little Sun, mais c'était très très proche. C'est une dame d'Amérique du Sud qui avait gagné le Grand Prix avec un cartable pour enfants qui permettait justement d'avoir une lampe de poche à énergie solaire pour qu'il puisse faire ses devoirs le soir. C'était développé donc à destination notamment
notamment de l'Afrique ou de pays très ensoleillés. Donc on voit bien que ça concerne tous les pays du monde. Mais que la France est plutôt bien placée. Et que la France est très bien placée. Et Paris est une vraie fourmilière d'entrepreneurs sociaux. Et un grand, grand merci à eux de pouvoir nous donner cet espoir. Donc en réponse à la question, est-ce que l'entrepreneuriat social annonce une économie durable? On peut dire oui, sans hésitation. C'est la fin maintenant de cette émission. Je vous remercie à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci à mes invités d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'économie sociale et solidaire. Je vous dis merci et à bientôt pour une toute nouvelle émission essentielle, tout savoir sur l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.